Je suis Satie. Quelques jours après avoir perdu mon emploi, mon mari a fait glisser un document sur l'îlot de cuisine en verre et a dit « À partir de maintenant, on partage tout à 50-50e. » Je ne m'occuperai que de moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis longtemps, et j'ai dit « D'accord. » Il a souri, un petit sourire satisfait, comme il le faisait quand une transaction se concluait exactement comme il l'avait prédit. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Ce matin-là, la lumière hivernale sur le port de Boston était fine et argentée, de celle qui rend tout propre et cher. Notre appartement surplombait l'eau. Les fenêtres de toit typiques de Floride encadraient l'horizon comme une carte postale que nous avions été fiers d'envoyer. Grant était déjà habillé pour un samedi où le costume n'était pas de rigueur, mais il en portait un quand même. Bleu marine, parfaitement taillé, parce que c'était sa nature. Maîtrise dans les moindres détails. Il a débouché le lourd stylo que je lui avais offert des années auparavant, à l'époque où les cadeaux avaient encore une valeur sentimentale, et a tapoté le papier. Mon avocat. Tout cela ensemble. C'est juste, clair, efficace. Le titre était « Accord financier domestique ». Des pages et des pages de clauses, de pourcentages, de répartition détaillée du loyer, des charges, des courses, même un planning pour les appareils électroménagers communs. 8 ans de mariage réduits à quelques points. Je laissais mon café refroidir sans y toucher pendant que je lisais. Mes mains étaient calmes. À l'intérieur, quelque chose de froid et de silencieux s'installait. 3 jours plus tôt, j'avais été licencié. Pas pour insuffisance professionnelle. Tout le monde le savait, mais parce que le nouveau gérant voulait son neveu à ma place. J'étais rentré ce soir-là. Je m'étais arrêté sur le seuil du bureau de Grant et je lui avais annoncé la nouvelle. Il avait marqué une pause d'une demi-seconde, jeté un coup d'œil à nos comptes joints sur l'un de ses écrans, puis avait dit « On trouvera une solution », avant de prendre un appel professionnel de 2 heures. J'étais restée assise seule sur le canapé, à regarder des faits traverser l'eau sombre, sentant le changement s'amorcer. Et maintenant, nous y étions. Il n'avait pas perdu de temps. Je repensais au matin passé à lui préparer son café exactement comme il l'aimait. 2 doses d'expresso. J'ai fait chauffer du lait à 160 degrés, sans mousse, pendant qu'il consultait les rapports boursiers. Les dîners que j'avais organisés en fonction des horaires de ses clients, les week-ends passés à ses côtés lors de galas de charité, à sourire aux investisseurs, à retenir leur nom, à le rendre plus accessible, toutes ces petites attentions discrètes qui avaient permis à notre vie de tourner la page et qu'il puisse se concentrer sur le développement du fonds spéculatif de son père. Apparemment, tout cela était désormais considéré comme des services qu'il ne souhaitait plus financer. J'ai pris le stylo. Son poids me paraissait différent. Grant m'a regardé signer, un soulagement fugace traversant son visage. Il pensait que c'était une capitulation. Il ne m'a pas vu photographier chaque page avec mon téléphone pendant qu'il se détournait pour répondre à un courriel. Il n'a pas remarqué comment j'avais mémorisé les clauses, les failles, le langage précis choisi par son avocat. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il venait de me donner les règles d'un jeu qu'il pensait déjà avoir gagné. Et je savais y jouer mieux qu'il ne l'imaginait. Car avant d'être sa femme, j'étais experte comptable judiciaire. Débusquer les choses cachées, l'argent, l'intention, le mensonge, c'était mon gagne-pain. Il l'avait oublié, mais pas moi. Grant pensait que l'accord mettrait fin à tout. Il se trompait. Il traçait une carte. Les jours suivants, je l'observais se déplacer dans la maison comme un homme triomphant. Il se servait son café sans broncher, commandait ses courses en ligne pour sa part du garde-manger, et même, il s'était mis à remplir son lave-vaisselle. De petites victoires, semblait-il penser, la preuve que son nouveau système fonctionnait. Je le laissais y croire. Pendant qu'il était au bureau à conclure des affaires, j'étais à la table de la salle à manger, des dossiers étalés comme des pièces à conviction. 8 ans de déclaration d'impôts, relevés d'investissement, factures de carte de crédit, tout ce que nous avions déclaré conjointement. J'avais toujours tenu la comptabilité, car Grant disait que les chiffres l'ennuyaient en dehors des heures de marché. Or, ces mêmes chiffres me racontaient une toute autre histoire. Il y avait des virements que je ne reconnaissais pas. Des paiements mensuels sur un compte intitulé « Consulting ». 3 000 $ comme une horloge, depuis plusieurs mois. L'adresse liée au compte était celle d'un immeuble d'appartements de luxe. Dans le quartier Seaport, ces appartements que louaient les jeunes cadres en quête d'une certaine stabilité. Je savais déjà,
sans avoir besoin de le vérifier, qui y habitait. Grant avait une assistante de direction, Brooke Ellis, une jeune femme d'une vingtaine d'années, brillante, toujours habillée comme si elle allait à une séance photo après le travail. Elle lui envoyait des SMS à des heures indues pour des décisions urgentes. Il avait pris l'habitude de poser son téléphone face cachée sur la table à manger. Des petits détails que j'avais remarqués, mais que je n'avais pas voulu nommer. Maintenant, les noms étaient clairs. J'ai photographié chaque relevé, chaque virement. Puis j'ai creusé plus profondément. De vieux emails auxquels j'avais encore accès. Des invitations de calendrier marquées comme des notes de frais privés pour des voyages d'affaires qui s'étaient prolongés inutilement. Des schémas se sont dessinés, comme toujours lorsqu'on se croit à l'abri des regards. Un soir, ma sœur Nora est venue. Elle avait fait la route depuis Providence, inquiète après un SMS vague que je lui avais envoyé. Elle est entrée dans l'appartement et s'est arrêtée net. La moitié du salon était baignée d'une lumière chaude provenant des lampes que je contrôlais. L'autre moitié, du côté de Grant, était éclairée par la lumière blanche et froide qu'il préférait pour lire ses rapports. Un rouleau de ruban adhésif de peintre était enroulé autour du sol. Le milieu du parquet ressemblait à une frontière entre deux pays. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en posant un sac en papier rempli de viennoiseries de sa boulangerie préférée. « La vision de l'égalité selon Grant, dis-je. » Je lui versai un café de ma partie de la machine. « Il paie sa moitié. Je paie la mienne. » Nora fixa la cassette, puis me regarda. Ça dit, ce n'est pas normal. Non, acquiesçai-je, mais c'est éclairant. Elle resta tard, écoutant tandis que je lui expliquais ce que j'avais découvert. Les paiements, les nuits blanches, la façon dont Grant avait commencé à calculer mon pourcentage de contribution dans un tableur qu'il pensait que je n'avais pas vu. Il se prépare à partir, dis-je doucement. Cet accord n'avait rien à voir avec l'équité. Il s'agissait de me faire passer pour dépendante afin qu'il puisse s'en aller sans rien laisser paraître. Nora tendit la main par-dessus la table et recouvrit la mienne de la sienne. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je regardais les lumières du port qui scintillaient sur l'eau. Je vais retourner ses règles contre lui. Ce soir-là, après le départ de Nora, je suis restée assise dans le noir, de mon côté du salon. Et j'ai senti la colère se muer en une lucidité froide, non pas en rage, mais en clarté. Grant avait toujours dit que le mariage était un partenariat. Soit. J'étais sur le point de devenir la partenaire la plus dévouée qu'il ait jamais eue. Découvrir les failles d'un mariage, c'est une chose. Les sentir se propager en soi, c'en est une autre. Dans le calme qui a suivi le départ de Nora, je me suis assise près de la fenêtre, observant les lumières du port se brouiller dans la brume qui montait de l'eau. L'appartement me paraissait trop grand, trop silencieux, comme une scène après le départ du public. Le côté de Grant était impeccable, ses livres alignés, son chargeur soigneusement enroulé, comme si l'ordre pouvait effacer ce qui se passait. J'ai suivi du doigt la bande adhésive qui séparait les pièces du sol. C'était absurde, cette ligne, mais elle reflétait celle qu'il avait tracée dans notre vie. Des partenaires égaux, disait-il, mais je ne ressentais pas l'égalité. C'était comme un rasoir. Avec le recul, je réalise que le changement n'avait pas commencé avec le licenciement. C'était là depuis plus longtemps, dans ces petits refus que j'avais ignorés. La façon dont il m'interrompait quand je parlais de mes dossiers au travail, ramenant toujours la conversation à ses affaires. Les promotions que j'avais refusées parce qu'elles impliquaient des déplacements et qu'il avait besoin de moi pour ses événements de réseautage. Je me disais que c'était un compromis. L'amour l'exigeait. Mais maintenant, avec ces paiements à Brooke qui s'affichaient sur mon écran, je me demandais si c'était vraiment de l'amour ou juste de la commodité. Son père avait bâti la fortune familiale sur des risques calculés, et Grant avait appris très tôt que les gens étaient des actifs à gérer. Sa mère m'avait prévenu un jour, avec son élégance habituelle, autour d'un thé dans sa maison de ville de Back Bay. Mon mari voyait le mariage comme une fusion, avait-elle dit en remuant sa tasse sans lever les yeux. Grant lui ressemble. Je n'avais pas fait attention. J'étais trop fascinée par son assurance, par la façon dont il donnait l'impression que le monde était à sa portée. Mais cette assurance avait un prix que je n'avais pas vu, un prix payé par son entourage. Le lendemain matin, j'ai trouvé l'ordinateur portable de Grant ouvert sur son bureau. Il était parti tôt en réunion, oubliant de le verrouiller. Une feuille de calcul brillait sur l'écran. Réorganisation du foyer. Mon nom réduit à mes initiales, mon licenciement,
Une colonne de chiffres rouges projetant des échéanciers de viabilité. Pire encore, un dernier onglet estimant les scénarios de divorce. Combien de temps il faudrait avant qu'il puisse optimiser la situation? J'ai agrippé le bord du bureau, les jointures blanchies. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était de la préméditation. Il avait planifié cela pendant que je rangeais encore mes affaires, croyant encore que nous formions une équipe. J'ai tout photographié, puis j'ai refermé l'ordinateur portable doucement. Pas de claquement, pas de tempête, juste une décision qui se formait dans le silence. Je ne le laisserai pas définir ma vie. Ça ne valait plus rien. Cet après-midi-là, ma belle-mère, Evelyne, a appelé. Elle le faisait rarement. Notre relation avait toujours été cordiale mais distante, comme deux diplomates à une table neutre. Je suis dans le coin, a-t-elle dit. Puis-je passer? Elle est arrivée dans son manteau de laine, ses perles captant la lumière, avec un air de vieille élégance bostonienne. Nous nous sommes assises au salon, la ligne de ruban adhésif entre nous comme une question non formulée. D'accord. Elle a hoché la tête. J'ai sorti le plateau, mais au lieu de verser, j'ai glissé une feuille plastifiée que j'avais préparée. Menu du service. Ce sera 12 $. Infusion et nettoyage compris. Evelyne a haussé les sourcils, mais n'a pas protesté. Elle a ouvert son sac à main, un Hermès discret, et a compté les billets un par un. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de colère, mais pour quelque chose de plus profond. De la reconnaissance, peut-être. Tout en sirotant son thé, elle a jeté un coup d'œil à la pièce divisée. L'œuvre de Grant, j'imagine, son système pour plus d'efficacité. Elle a posé sa tasse. Avec précaution. Son père avait fait quelque chose de similaire autrefois. Il appelait ça un rééquilibrage. J'ai gardé le sourire pendant des années. Je me suis penchée en avant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les femmes comme moi ne se battaient pas. Nous endurions. Sa voix était assurée, mais ses yeux étaient sombres. Mais toi, tu es différente. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a confié des bribes de son propre mariage, les infidélités de Harlan, les comptes cachés, la façon dont elle avait discrètement assuré son avenir tout en jouant la femme parfaite. Je savais pour Brooke depuis des mois, a-t-elle fini par admettre. Les factures de l'appartement, les textos tardifs. J'en ai eu le souffle coupé, et tu n'as rien dit. J'attendais de voir si Grant répéterait les erreurs de son père. Elle me tendit une petite clé USB. Les images de vidéosurveillance de l'immeuble où se trouvait le bureau familial. Des nuits blanches. Considère ça comme un cadeau tardif. En la tenant, je fus submergée par un flot d'émotions contradictoires. De la gratitude mêlée de tristesse pour elle, pour moi, pour ces schémas que nous héritons sans le savoir. Pourquoi aider maintenant? Parce que te voir souffrir me rendrait complice. Et j'en ai assez. Après son départ, je branchai la clé. Des extraits granuleux de Grant et Brooke dans les ascenseurs, les couloirs, sa main sur son dos. Chaque image était une blessure silencieuse. Je ne pleurais pas. Au lieu de cela, je l'ai ajouté à mes dossiers, sentant le conflit intérieur s'apaiser. Il ne s'agissait pas seulement de lui survivre. Il s'agissait de récupérer les parts de moi que j'avais laissées filer. Dans la lumière déclinante du port, je compris que le chagrin d'amour ne vous brise pas toujours. Parfois, il vous aiguise. L'épreuve s'accumulait comme une tempête qui se prépare sur le port. Lente, inévitable, irrésistible. J'ai d'abord engagé une avocate, Rebecca Lang, qui se spécialisait dans le dénouement des divorces complexes. Puis une experte comptable judiciaire, Mia Chin, capable de remonter la piste de l'argent comme on retrouve des traces dans la neige. Je les ai rencontrés dans une salle de conférence calme du centre-ville, la silhouette de la ville se fondant dans le décor à travers les vitres teintées. J'ai tout exposé. L'accord que Grant avait rédigé concernant les transferts cachés à Brooke. Le tableur qui me considérait comme un passif. Les images d'Evelyne de leur soirée tardive. Les yeux de Mia se sont illuminés à la vue des documents financiers. Ils transfèrent des actifs à l'étranger depuis des années. Des trusts des îles Caïmans sur des comptes suisses. Ce n'est pas illégal, mais c'est trompeur. Et cette clause de votre contrat prénuptial sur la transparence financière, il vient de la violer lui-même. Rebecca a hoché la tête, son stylo crissant sur ses notes.
Les paiements à son assistante à eux seuls entraînent une confiscation. 30 000 $ jusqu'à présent. Ajoutons le détournement de fonds de la firme pour ses prestations de conseil. Nous pouvons exiger un audit interne. Nous avons élaboré le plan autour d'un café qui a refroidi dans nos tasses. Mia allait creuser davantage. Rebecca allait préparer le dossier. Je documente chaque interaction à partir de maintenant. De retour chez moi, j'ai gardé les apparences. Grant a remarqué les changements, les serrures intelligentes reprogrammées, exigeant un double accès pour les espaces communs, le réfrigérateur compartimenté où se trouvaient mes repas, protégé par un code. C'est mesquin, a-t-il dit un matin en donnant un coup de coude à la machine à café qui, désormais, ne préparait que du café pour moi. Efficace, ai-je répliqué, reprenant ses mots. J'ai siroté ma caféine lentement, observant la frustration se peindre sur son visage. Il pensait pouvoir attendre que ça passe, mais Brooke s'est présentée à notre porte alors qu'il était en conférence. Elle se tenait là, dans son manteau cintré, rayonnante de confiance, comme si elle avait déjà pris possession des lieux. Grant m'a dit que je pouvais récupérer des dossiers à son bureau. Il n'est pas là, ai-je dit en bloquant la porte. Elle a insisté. Il m'a donné la permission. J'ai sorti mon téléphone, déjà en train d'enregistrer. Non. Son sourire s'est effacé, puis s'est durci. Tu ne comprends pas. Cet endroit sera bientôt à moi. Il fait des dossiers. Pour prouver que tu es instable. Les serrures, les contrats, la paranoïa, tout est documenté. J'ai gardé le silence. Même. Dans combien de temps? Des semaines. Épargnez-vous la honte et faites vos valises. Je l'ai laissé partir, puis j'ai transféré l'enregistrement à Rebecca. Le soir même, un message accusateur était dans la boîte mail de Brooke. Copie au RH. Grant a appelé de son hôtel, la voix tendue. Qu'avez-vous fait? Protéger mes biens? Ai-je demandé avant de raccrocher. Le véritable retournement de situation s'est produit lors du dîner trimestriel du cabinet, organisé dans une salle de bal historique surplombant le port. Conjoints attendus, élégance de rigueur. Grant ne m'avait pas désinvité. Je suis arrivé dans une robe noire élégante qui soulignait ma détermination. La salle bruissait de conversations raffinées, le tintement des verres de cristal résonnant comme des secrets. J'ai trouvé l'associé gérant, l'oncle de Grant, près du bar. Pourrions-nous parler en privé? Il s'agit de Grant. Dans un coin tranquille, je lui ai remis le rapport de Mia. De fausses factures pour les services de Brooke, de l'argent du cabinet détourné vers son appartement. Cela pourrait tout ruiner, a-t-il murmuré, le visage blême. Seulement si cela devient public, ai-je répondu. C'est aux associés de décider. De l'autre côté de la pièce, Grant entra, Brooke à son bras, audacieux, téméraire. Des murmures parcoururent l'assemblée des épouses comme le vent sur l'eau. Puis Evelyn arriva, toujours aussi digne, un avocat à ses côtés. Elle se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à Grant. En tant que fiduciaire du fonds familial, je vous destitue du conseil d'administration. Votre conduite est indigne. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Grant se décomposa. Maman, vous ne pouvez pas. Je l'ai fait. Elle se tourna vers son oncle et le cabinet fut suspendu le temps de l'enquête. L'oncle dit, d'une voix forte. Le téléphone de Grant s'illumina de notifications. Les clients se désistaient, les collègues prenaient leur distance. Brooke s'éclipsa discrètement, le bruit de ses talons résonnant dans sa fuite. Je passai devant lui, m'arrêtant un instant. Consultez vos emails. La demande de Rebecca. Des papiers de divorce pour tromperie, réclamant la moitié des biens, l'appartement, une compensation pour mon travail invisible. Il resta seul dans la lueur de la salle de bal, son empire s'effondrant autour de lui. Pas de cris, pas de supplications, juste le silence. Le dénouement d'un homme qui avait parié contre le mauvais partenaire. À cet instant, alors que je m'enfonçais dans la nuit, l'air chargé d'embrun, j'ai ressenti le renversement complet, non pas une vengeance, mais une justice acquise grâce à chaque dossier caché, chaque étape calculée. Il avait déclenché la guerre avec un contrat. Je l'avais terminé avec la vérité. Des mois plus tard, l'appartement m'appartenait de nouveau. Eyid avait dépouillé Grant de son minimalisme austère. Des accents chromés contrastaient avec les murs neutres, et des pièces invitaient à la détente.
des tapis moelleux chinés au marché local, des plantes grimpantes ornaient les étagères. Des œuvres d'art de galeries du sud de la ville évoquaient le renouveau plutôt que la valeur d'investissement. L'accord avait été simple une fois l'épreuve accablante. Rebecca avait géré les négociations dans la salle de conférence, où Grant, le regard vide, était assis de l'autre côté de la table, son nouvel avocat lui murmurant sa défaite. Il avait signé sans discuter. L'appartement, la moitié des biens, y compris les comptes offshore que Mia avait déterrés. Une compensation pour les années de travail invisible que j'avais investies dans son univers. Pas de drame au tribunal, juste des papiers glissant sur une surface polie, semblable à celle qui avait tout déclenché. Tout. Je ne me suis pas réjoui. Il ne restait plus aucune amertume à savourer. Juste la douce constatation que j'avais traversé l'épreuve et que j'en étais ressortie plus forte, plus lucide. Nora m'a aidé à redécorer, en rapportant des trouvailles de brocante et en riant pendant que nous les disposions. On dirait enfin que c'est habité, a-t-elle dit un après-midi en accrochant un miroir qui captait parfaitement la lumière du port. C'est le même sentiment, ai-je répondu. Evelyn venait plus souvent maintenant. Nos échanges n'étaient plus de simples transactions, mais de véritables conversations. Elle me racontait comment elle s'était reconstruite après les scandales Harland, comment elle avait transformé son endurance en une force tranquille. « Tu m'as rappelé qu'on peut se battre sans se perdre », a-t-elle dit un jour, d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. J'ai hoché la tête en remuant ma tasse. Et tu m'as montré que les schémas peuvent se briser. Des cendres de ce mariage, quelque chose de nouveau a germé. J'ai lancé Arbor Equity, un cabinet de conseil qui aide les femmes à démêler les nœuds financiers de leurs relations. Non pas par vengeance, mais grâce à la lucidité que j'avais acquise. Les tableurs pouvaient dissimuler les abus aussi facilement qu'eux. Le silence pouvait être révélateur. Ma première cliente m'a été présentée par Evelyn, une figure de proue de sa communauté dont le mari contrôlait chaque centime pendant qu'elle s'occupait de son image publique. Assise dans mon bureau à domicile, l'ancien espace de travail impersonnel de Grant, elle m'a exposé des décennies de manipulation. Je lui ai fait visiter mes propres dossiers, lui montrant comment la documentation transforme la vulnérabilité en force. En quelques mois, elle a retrouvé son indépendance, grâce à un contrat de mariage qui protégeait sa valeur. Le bouche à oreille a fonctionné. Ma boîte mail a explosé. Chaque demande me rappelait que mon histoire n'était pas unique. Mais mon parcours pouvait inspirer d'autres personnes. Un soir, lors d'un gala organisé par Evelyn pour l'éducation financière des femmes, je portais une robe rouge carmin, audacieuse, inflexible. La salle de bal surplombait l'eau, les lumières dansant comme autant de promesses. Evelyn m'a prise à part. Ce soir, on remet un prix pour l'impact communautaire. Quand ils ont prononcé mon nom, Sadie Harlon, me rendant ce qui m'appartenait, les applaudissements m'ont enveloppé d'une douce chaleur. Je suis montée sur l'estrade, le prix à la main, et j'ai regardé les visages qui, autrefois, m'avaient jugé de loin. L'égalité dans un partenariat ne signifie pas se partager. Les coûts, dis-je d'une voix ferme. Il s'agit de reconnaître la valeur, non seulement en dollars, mais aussi dans les contributions discrètes qui font que tout fonctionne. Nous méritons le respect et l'autonomie. Et quand on nous les refuse, nous avons le droit de les réclamer. Evelyn se tenait devant, son hochement de tête témoignant d'années d'alliance tacite. Plus tard, j'aperçus grand-père de l'autre côté de la pièce, amaigri dans un costume qui ne reflétait plus son assurance d'antan. Il s'approcha avec hésitation. « Tu as l'air serein. »« Je le suis. » Il se redressa, un verre à la main. « Je comprends maintenant mes erreurs. J'ai sous-estimé l'importance de tout. » Nos regards se sont croisés, chacun percevant et transformant ses propres leçons. Il s'est éloigné et rien ne m'a retenu. Dehors, l'air vif du port annonçait le large. Je l'ai inspiré profondément. Mon téléphone vibrait, une autre demande. Une autre femme prête à tout recommencer. Parfois, perdre ce que l'on croyait être tout dissipe les illusions. Il ne reste que soi, plus forte, maîtresse de son destin. Merci de m'avoir accompagnée sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.